Donc, on était effectivement sur la pratique délibérée. On peut revenir sur la partie copywriting. Ce qui est sûr, c'est que tu peux clairement plus ou moins appliquer facilement la pratique délibérée en fonction de ce sur quoi tu veux progresser. L'idéal, si on veut le cliché de la pratique délibérée, tu as besoin de gens qui sont excellents dans le domaine. Donc, il y a des domaines où tu as plus de mal à trouver des gens excellents. Mais en copywriting, c'en est pas. Tu trouves. À mon avis, ouais, tu as ça. Donc, tu disais numéro 1, trouver des gens excellents. Copywriting, je pense que tu peux les trouver. Tu peux avoir un peu la liste des pages légendaires des copywriters. Quels seraient les autres ingrédients dont on aurait besoin? Ok, la deuxième étape, c'est une fois que tu as identifié des gens qui sont au top, c'est d'essayer de décortiquer. Alors là, souvent, on parle d'une performance, mais décortiquer les sous-étapes qu'ils sont capables de faire. Alors, dans le cas d'une page, on pourrait imaginer qu'on pourrait regarder les choses sous deux angles. L'angle du résultat et l'angle du process. Alors, l'angle du résultat, on a besoin que de la page, de se rendre compte, est-ce qu'il y a des ingrédients communs aux meilleures pages. Mais le plus intéressant ne serait pas seulement de voir des pages, ce serait de voir le process créatif et de travail par lequel passent les meilleurs copywriters. Parce que finalement, le problème du résultat final, c'est qu'il peut te faire passer à côté de choses hyper importantes dans la manière, par exemple, qu'a le copywriter de se mettre dans la peau du prospect, et qui pour moi est un des ingrédients les plus clés que tu ne vois pas dans le résultat final, parce que tu peux te dire cette phrase, elle est banale, mais cette phrase, elle est le reflet peut-être d'un process mental hyper bien pensé du copywriter dans sa capacité à se mettre dans la peau du prospect. Je peux donner un exemple typique. Imagine, ça se trouve, on va avoir des copywriters qui, physiquement, je dis ça parce que c'est un outil de coaching, physiquement se déplacent pour aider leur esprit à sortir de eux-mêmes et vraiment rentrer dans la peau du prospect. Par exemple, il y a un acteur que j'aime bien, comment il s'appelle, Christian Bale, qui il explique ça quand il essaye de se mettre dans la psychologie de... Quand il a joué Batman, il a vraiment tabassé des mecs la nuit. il a arrêté des braqueurs de banque. Je sais pas jusqu'où il est allé, mais en tout cas, il explique qu'il va à l'extrême dans essayer de se mettre physiquement. Et c'est intéressant l'interview que j'avais vue avec lui, parce qu'il dit il y a des acteurs qui sont capables, sans éléments particuliers, de se mettre dans la peau de leur personnage. Mais il dit, moi, je suis pas très bon là-dedans, donc j'ai besoin de beaucoup de data. Typiquement, il va côtoyer des gens comme ça, essayer de s'habiller pareil, se coiffer pareil, changer son corps. Mais c'est intéressant parce que ça fait partie du process. Et donc, dans la pratique délibérée, on est plus souvent centré process que résultat. Donc ça peut être un deuxième ingrédient. Essayer de côtoyer, rencontrer, voir des interviews de gens qui sont des copywriters pour essayer de comprendre comment ils s'y prennent mentalement, par quoi ils passent, c'est quoi leurs réflexes, les questions qu'ils se posent, les erreurs qu'ils essayent d'éviter. Ça peut donner beaucoup de choses, le process mental. Un troisième ingrédient, c'est une fois que j'ai identifié la timeline, c'est-à-dire la suite d'étapes par lesquelles passe la personne, d'en choisir une, là où moi, je me considère moins performant. Donc, si on prend le copywriting, imaginons, pour reprendre le même exemple, que je me dise, je suis plutôt bon côté rédactionnel, mais effectivement, je suis pas très bon dans la capacité à me mettre dans la peau du prospect. Et ça, c'est une sous-compétence qui peut s'entraîner en dehors du copywriting. Elle peut s'entraîner à plein de moments. Je peux par exemple c'est un exemple dans un des livres d'influence, où sa maman l'entraîne depuis petit à être sur un banc au parc et essayer de se dire, tiens, la personne que tu vois là, à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'elle fait, et l'exercice régulier de se mettre dans la psychologie des personnes, et pourquoi pas d'aller leur parler pour vérifier, ce qui serait le feedback, vérifier ta théorie. Moi, c'est un truc que j'adore faire en psychologie, qui est d'essayer de comprendre ce que peut penser un de mes clients et ensuite d'aller valider ce qu'il pensait en lui demandant clairement. Donc, 1, la vision des gens au top. 2, j'ai les étapes claires de ce qu'ils font. 3, j'en choisis un là où moi, je me sens le moins compétent. Ou alors, c'est pas que je me sens le moins compétent, mais je sens que c'est là où il y a le plus d'effet de levier, parce que toutes les sous-étapes n'ont pas la même valeur. 4, je vais mettre en place un plan d'entraînement où l'objectif, c'est d'être capable, les yeux fermés, et ça démontre quelque chose de différent par rapport à la visualisation telle qu'elle est expliquée et comprise dans le développement personnel. C'est-à-dire que le problème du mythe et du fantasme du développement personnel par rapport à la visualisation, c'est de dire, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu visualises ta Ferrari et ta boîte qui va cartonner et ça va arriver. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable de corréler vraiment la visualisation d'une personne sur ce qu'elle veut atteindre et sa capacité à le réaliser. Voire même, il y a des études scientifiques qui montrent qu'en visualisant le fait que tu obtiennes ton bac,
les étudiants se mettent du coup à moins travailler que quelqu'un qui n'a pas visualisé et donc du coup avoir moins de résultats. Donc il y a des cas où la visualisation t'amène à sous-performer. En revanche, il y a un cas où la visualisation, là, elle est démontrée par plein de recherches comme étant efficace, qui est une visualisation de performance. C'est-à-dire, c'est pas, je visualise pas le résultat, je visualise pas que j'ai 1 million d'euros, mais je me visualise, moi, en train de performer et pourquoi pas, idéalement, dans un contexte de challenge. Si on prend la prise de parole, pour prendre un exemple de comment moi je l'ai utilisé. La visualisation classique, elle va te dire, visualise que ta salle est remplie, et que tout se passe bien et que c'est fluide. Là, on va faire ce qu'on peut appeler un pré-mortem. Je ne sais pas si ça te parle, on pourrait le définir ensemble. Donc, le pré-mortem, c'est basé sur l'idée du post-mortem qui est utilisé à la morgue, qui est de comprendre quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qui fait qu'il est mort. Et donc, ça a été utilisé dans la protection de présidents et dans d'autres contextes pour se dire, s'il mourait, qu'est-ce qui ferait qu'il meurt. Et donc, dans le cas de la prise de parole, tu vas faire un pré-mortem depuis chez toi en te disant, ce serait quoi les pires questions pourries qu'on pourrait me poser? Et ensuite, tu vas réfléchir à des réponses et tu vas te visualiser en train de répondre calmement à ces questions. En train, pas seulement ce que tu dis, mais peut-être qu'avant d'y répondre, t'inspires. Avant de répondre, tu poses une question. Avant de répondre, tu regardes dans les yeux et tu vois calmement la performance que tu fais face à des questions difficiles. Et ça, c'est prouvé comme étant efficace parce que ton cerveau va pas faire de différence, très peu de différence entre ce qu'il est en train de vivre réellement et ce qu'il imagine. Et donc, tu es déjà en train de créer des circuits neuronaux liés à la performance et qui vont du coup t'aider le jour de la performance à avoir un phénomène d'automatisme. Donc, dans la pratique délibérée, on reprend le copywriting. Je vais peut-être, avant d'écrire ma page, me visualiser peut-être par quel process mental je vais passer quand je me mets dans la peau de mon prospect. Parce que pour l'avoir déjà fait avec des clients qui ne sont pas entraînés à ça, ils ont vite envie de passer à peut-être rédiger. Et je leur dis non, t'es pas encore dans ton prospect, t'es encore en train de me parler, à ta place en fait. T'es encore en train de me raconter des trucs sous ton propre prisme. Et moi, cet exercice, je le fais hors contexte copywriting parce que typiquement, je fais aussi de la gestion de conflits dans le couple. Et c'est magnifique, c'est-à-dire que je demande au mari, ok, comment tu vas aborder ta femme? Et en fait, souvent, ce qui sort, c'est comment lui, il aimerait que sa femme l'aborde. Et ce qui est souvent la pire erreur. Et on fait vraiment l'exercice jusqu'à qu'il se mette dans la peau de sa femme. Et tiens, maintenant que tu es ta femme, comment t'aimerais que ton mari t'aborde? Avec quel ton, avec quel rythme, à quel moment de la journée? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il dise? Quelles questions il pose? Quelle manière de te regarder? Est-ce qu'il est au contact de toi? Est-ce qu'il prend de la distance? Voilà, tous ces détails-là. Donc, ça va être l'étape suivante de la pratique délibérée. Celle d'après, c'est le feedback. L'idéal en pratique délibérée dans le sport de haut niveau, c'est que tu as un coach. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui a un degré d'expertise et qui te regarde et qui, au moment où tu fais le truc, te dit « Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de faire? Qu'est-ce qui était top? Qu'est-ce qui a amélioré? Détaille-moi concrètement qu'est-ce qui était top. Spécifie le truc. » Et qui, une fois que tu t'es exprimé, te dit « Ok, tout ce que tu m'as dit, ça me parle. Maintenant, la prochaine fois, je vais t'inviter quand… par exemple, on reprend l'exemple de Top Gun. Tu es en l'air et tu as l'avion qui te suit. Je vais t'inviter à faire tel geste avec le joystick, par exemple. » Donc, en copywriting, ça serait possible si tu avais un mentor qui te suit et qui te regarde. Maintenant, il va falloir trouver un moyen d'avoir du feedback autrement. Donc, ça peut être de créer un binôme avec un autre copywriter. Donc, c'est pas un mentor, mais c'est quelqu'un qui est peut-être au même niveau que toi, avec qui il va prendre ta lettre de vente et te faire un feedback sur ce que lui il voit et sur ce que lui il pense. On pourrait l'appliquer au niveau du process qui est de temps en temps d'écrire une page de vente chacun de son côté à côté pour essayer de comprendre dans la manière qu'on a d'écrire où est-ce que ça bloque. Ça pourrait être en soi-même se faisant un feedback à froid parce que ça c'est typique dans la création. On n'a pas la même lecture de ce qu'on a fait au moment où on l'écrit ou au moment où on crée que 2 heures plus tard, 1 jour plus tard. Donc, ça peut être intéressant de regarder ta page de vente sans pour autant vouloir la changer, mais pour essayer parce que toi, tu connais le process mental par lequel tu es passé et d'essayer de te dire, tiens, dans ma page, qu'est-ce qui marche moins bien? Après, comme tu l'as dit, ce qui est complexe dans une page de vente, c'est que tu ne sais pas toujours ce qui fait qu'elle a marché ou pas, même si tu peux mettre en place des split tests pour essayer de te dire, tiens, finalement, quand je mets tel ingrédient, ça marche mieux. On pourrait aussi split tester le process, c'est-à-dire, tiens, quand je vais essayer de faire une page de vente
en mettant 20 minutes de plus à me mettre dans la peau du prospect et faire comme d'habitude et voir si ce que j'arrive à sortir est mieux. Et puis après, la dernière étape, c'est de se challenger sur des choses inconfortables. Parce que l'erreur, dès qu'on devient bon, c'est de privilégier les voies de confort. Pourquoi on progresse quand on est nul? C'est que tout est inconfortable. Alors que dès qu'on commence à devenir bon, je le vois moi en anglais, c'est vraiment un endroit où je veux progresser. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, j'ai suffisamment de vocabulaire pour souvent m'en sortir pour dire ce que je veux. Mais c'est ça le problème. C'est que ça va pas me forcer à dire les choses telles que le dirait un Américain pour être percutant. Et donc, du coup, potentiellement, manquer d'impact comme j'aimerais l'avoir parce que je vais choisir la voie de confort plutôt que la voie de challenge. Donc, il y a besoin après de conscientiser en se disant, voilà, je vais m'exercer en piano, c'est typique, je vais m'exercer à faire telle partie du morceau parce que je sais que c'est cet endroit-là où j'ai tendance à être moins fluide et moins bon. Donc ça, c'est dans l'idéal, mais déjà juste la démarche de self-awareness, tu vois, de se regarder soi-même et d'être critique envers soi-même, déjà, je remarque qu'il y a peu de gens qui sont dans cette démarche-là. Peu de gens qui sont dans cette démarche de se critiquer le plus objectivement dans ce qu'ils font parce qu'on est éduqué avec cette idée. J'aime beaucoup la notion de fixed mindset, growth mindset. Je suis désolé pour tous les anglicismes que je fais. Ouais, mais ça, on connaît hein, le mindset fixe et de croissance de Carol Dweck, qui est l'idée que certaines personnes pensent que c'est comme ça, qu'ils sont intelligents, ils ne sont pas intelligents, ils sont bons, ils ne sont pas bons, ils savent parler public, ils ne savent pas parler public et que c'est un élément qui est fixe. Et d'autres personnes pensent que toutes ces compétences peuvent se pratiquer et se développer et que, évidemment, les gens qui ont cette croyance dans le fait que toute lacune peut être améliorée sont les gens qui ont finalement tendance à améliorer ces lacunes. Voilà, et la raison derrière ça, c'est que quand tu considères que ta performance, elle ne te définit pas en tant que personne comme le fixed mindset, du coup, tu es beaucoup plus à même de recevoir des critiques négatives parce que ça ne définit pas ta personne, ça définit ta performance, ça définit ce que tu as fait et en plus, ça n'est qu'un avis. Et au contraire, c'est vraiment cette idée, entoure-toi de gens brillants pas d'accord avec toi. Quand tu es vraiment à l'extrême du growth mindset et de la pratique délibérée, tu es en recherche de critiques. Et je prends souvent l'exemple dans mes séminaires de mes premières vidéos YouTube où il y a un mec qui sort de nulle part et qui dit David, arrête de mettre le costume de ton père. En fait, je l'ai mal pris. Je me suis dit que c'était un enculé ce jour-là. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'était peut-être pas le costume de mon père, mais il était clairement largement trop large et pas du tout en accord avec ce que je voulais dégager. Et ce qui se passait, c'est que tous mes amis ou proches, par amour, je le mets entre guillemets, ils m'ont pas dit que ça allait pas. Et heureusement qu'il y avait ce blaireau pour m'aider à ajuster en fait ma tenue. Et dans la pratique délibérée, tu es à la recherche de ça. Et moi, je l'observe. J'ai une femme qui, on l'appelle la hache dans l'entreprise parce que elle a cette tendance à être assez cinglante dans ses feedbacks. Et je me rappelle les premiers temps, des fois, je le vivais mal parce qu'on avait bossé par exemple 2 semaines sur une vidéo et on est à 25 minutes de la diffuser. Elle l'a pas regardée pour l'instant, elle la regarde et à 25 minutes de la diffuser, elle me dit mais tu vas diffuser ça là? C'est ça que tu vas diffuser? Et je dis comment ça? Mais en fait, ça va pas du tout là, tu peux pas diffuser ça. Donc on a eu à l'époque des conflits jusqu'à ce que je me rende compte que bien sûr, elle pourrait peut-être améliorer, et d'ailleurs au passage, elle a nettement amélioré la forme, sa manière de donner le feedback. Mais néanmoins, ma vidéo pendant longtemps la plus vue, c'est cette fameuse vidéo où après 2 semaines de boulot intensif qu'on a fait en tournage à l'extérieur avec 8 personnes, 25 minutes avant de la diffuser, elle m'a dit ça va pas du tout. Ça m'a tellement saoulé que j'ai réenregistré en playback toute ma voix en essayant d'être avec, comment on appelle ça, lip sync, c'est-à-dire essayer de refaire exactement le même rythme et la même vitesse. J'ai tout réenregistré. Donc il y avait un problème de son sur la prise de son, c'était ça? Il n'y avait pas un problème de son, elle trouvait que j'étais pas dedans. Okay. Elle trouvait que j'étais trop dans mon... T'as refait la performance. J'ai refait toute la performance. C'est chaud. En lip sync, c'est chaud. C'est horrible. Ouais. Mais au final, voilà, on saura jamais si je l'avais pas fait ce que ça a donné parce que je l'ai pas diffusé. Néanmoins, cette vidéo, elle a fait vraiment, elle a fait quasiment 2 millions sur YouTube et 10 sur Facebook. Donc, je pourrais jamais dire ce que ça donnait si je l'avais pas écouté, mais je peux au moins dire qu'elle a contribué à la vidéo qu'on a fait.
ça s'est arrivé quand j'ai commencé de plus en plus à comprendre. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui ose me dire des vérités que d'autres ne me disent pas. Et David, choisis ta priorité. Est-ce que ta priorité, c'est ton ego et te sentir bien sur le moment, ou est-ce que ta priorité, c'est tes rêves, en fait? Et la pratique délibérée et l'idée du growth mindset t'aident beaucoup là-dedans, à te dire qu'est-ce que tu choisis, en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.